Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Anne-Claire Marpeau. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Nicolas. Alors Anne-Claire, vous êtes docteur en littérature générale et comparée à l'ENS de Lyon et à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Vous avez soutenu en septembre 2019 une thèse qui était intitulée « Emma entre les lignes, réception, lecteur et lectrice de Madame Bovary de Flaubert », thèse portant sur les réceptions et les interprétations du personnage d'Emma dans une perspective littéraire et sociologique. Cette thèse d'ailleurs sera publiée très bientôt aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Vous vous intéressez aussi par ailleurs aux représentations, aux réceptions de la féminité dans les œuvres du canon littéraire, plus spécifiquement dans les œuvres narratives du XIXe siècle. Vous travaillez également sur les théories et pratiques de la lecture et de la réception, ainsi que sur les enjeux esthétiques, éthiques et pédagogiques de la réception des œuvres contenant des violences. Vous avez cofondé à ce titre le carnet de recherche Malaise dans la lecture. On a mis le lien sur la page de présentation de notre site internet. Donc, carnet de lecture qui s'intéresse aux enjeux de la lecture et d'enseignement des corpus problématiques. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler d'une série où on retrouve un certain nombre de problématiques qui vous intéressent, sur la féminité, sur le féminisme, sur la violence aussi qui sont faites aux femmes. C'est la série Big Little Lies. Alors Anne-Claire, peut-être pour commencer, présentez-nous cette série et faites-nous-en le pitch, sachant qu'on va s'intéresser à la saison 1. Oui, merci Nicolas, merci pour cette présentation et merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc je vais commencer en résumant la série, la saison 1 uniquement et les enjeux qu'elle pose. Mais avant tout, je voudrais rappeler que nous allons aborder la question des violences sexuelles et sexistes pour les auditeurs et les auditrices qui pourraient être mal à l'aise avec ces questions. Sachez qu'on va en parler pendant tout l'entretien et je vais m'excuser, présenter mes excuses aussi à l'avance puisque ce sera l'occasion en discutant d'un spoiler ou divulgachage comme disent nos amis québécois. Donc si vous n'avez pas encore vu la série et que vous ne voulez pas que le suspense vous soit gâché, je pense qu'il faut la regarder avant d'écouter cet épisode. Voilà, donc la série, en fait, la saison 1 de Big Little Lies est une saison en 7 épisodes d'environ 50 minutes qui a été créée et écrite par David Kelley et réalisée par Jean-Marc Vallée et elle a été diffusée en février 2017 sur HBO. C'est une saison, un récit qui se centre sur l'histoire de 5 femmes et mères. Madeleine McKenzie, qui est jouée par Reese Witherspoon, Celeste Wright, qui est jouée par Nicole Kidman, Jane Chapman, qui est incarnée par Shailene Woodley, et Renata Klein, qui est incarnée par Laura Dern. Et puis, en arrière-plan, le personnage de Bonnie Carson, qui est joué par Zoe Kravitz. L'intrigue se déroule dans la ville de Monterey, sur la côte californienne. Ce collectif féminin est en fait composé de femmes qui sont blanches et riches, à l'exception de Jane, qui est une mère célibataire et qui a un emploi à mi-temps, et à l'exception de Bonnie, qui est en fait une métisse noire américaine. La série débute le jour de la rentrée scolaire. Madeleine, qui fait partie des mères influentes de Monterey, rencontre Jane, qui vient d'aménager et qui amène son fils à l'école. Mais à la fin de la journée, le jeune garçon, Ziggy, le fils de Jane, est accusé d'avoir étranglé une de ses camarades, la fille de Renata Klein, qui est une mère très influente dans l'école, elle aussi. Le fils de Jane, Ziggy, nie avoir commis cette agression. Jane croit son fils et Madeleine prend leur défense. Et de là démarre un conflit entre Madeleine et Renata qui se transforme bientôt en guerre d'influence. Et de ce conflit émerge paradoxalement une solidarité féminine qui aboutit au meurtre de Perry, le mari violent de Céleste. Donc Céleste, le personnage qui est incarné par Nicole Kidman.
C'est donc une série qui reprend une thématique bien connue des séries américaines. Derrière les riches façades de la suburb, la violence, le mensonge et le meurtre, on peut penser par exemple à Desperate Housewives. Mais ici, c'est une série qui le fait en évitant souvent le cliché et en nuançant le propos. Cela tient sans doute à plusieurs facteurs. D'abord, le talent. Très souvent, très fréquemment salué du réalisateur, du créateur David Kelley, du réalisateur Jean-Marc Vallée et du créateur David Kelley. C'est sans doute aussi une série qui doit son succès et sa qualité au casting, au talent des actrices qui composent le casting. Le rôle de la musique, du montage cinématographique et de la musique est aussi très important dans la qualité de cette série. Et puis, c'est un récit qui donne une parole et une présence légitime aux femmes avec un équilibre entre humour et sérieux qui est tout à fait particulier. Le récit se développe donc autour de deux intrigues parallèles, deux intrigues entre le monde des enfants et le monde des adultes. D'un côté, donc, l'épisode lié au monde des enfants du bullying, qu'on peut traduire en français par harcèlement ou agression, et de l'autre, dans le monde des adultes, la violence conjugale que subit Celeste Wright dans une relation en apparence parfaite, et la violence sexuelle qu'a subie Jane. Jane a en effet été violée, et le père de son fils Ziggy est son agresseur. La violence des enfants, qui démarre la série, annonce la violence des adultes, mais en réalité, elle s'avère petit à petit en être la conséquence, puisque par le croisement des deux trames, entre le monde des adultes et le monde des enfants, est posée la question de la répétition des violences. La violence des adultes se dissémine dans le monde des enfants, et on a vraiment une série qui thématise la question de la reproduction sociale des violences dans ce genre de situation, puisque Jane a peur que Ziggy soit bien l'agresseur d'Amabella puisqu'il est le fils d'un violeur, mais c'est en réalité Max, le fils de Perry et de Céleste, qui a assisté à la violence de son père envers sa mère, qui a en réalité agressé la petite fille et qui l'agresse régulièrement pendant la saison. Et c'est cette découverte qui pousse Céleste à quitter son mari alors qu'elle n'y parvenait pas jusque-là. C'est donc une série qui aborde un sujet de société très présent aujourd'hui dans les médias, celui des violences sexuelles et sexistes, en particulier celui de la violence conjugale. C'est une série qui aborde vraiment la question de la manière dont les femmes peuvent se défendre et qui apporte pour réponse, face à l'échec de la police et de la justice, celle de la sororité et de la violence féminine. En ceci, c'est une série assez novatrice. C'est aussi une série qui se positionne donc fermement dans le débat contemporain sur la violence sexuelle et sexiste. C'est un débat que les médias abordent de plus en plus, mais qui reste sans solution, un problème qui reste aujourd'hui sans solution en raison de la lenteur du système politique et judiciaire à s'emparer du sujet. Alors, on va peut-être faire un petit rappel des chiffres. On connaît le triste slogan « Une femme tous les 3 jours meurt sous les coups de son compagnon ». En France, les chiffres les plus convaincants sont sans doute ceux qui ont été donnés par la première enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France, donc l'enquête NVF, qui en 2000 révélait qu'au moment de l'enquête, une femme sur 10 déclarait vivre des violences conjugales. Donc, on entend par violence conjugale insultes et menaces, chantage affectif, pression psychologique, agression physique, viol et autres pratiques sexuelles imposées, et que 3 femmes sur 10 la vivaient parmi celles qui s'étaient séparées récemment. En 2014, l'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux a mené une enquête auprès de 42 000 femmes originaires des 28 pays de l'Union européenne. Et parmi ces femmes, 22% qui avaient eu une relation avec un homme avaient déjà subi des violences de la part de leur partenaire. Et parmi elles, seule une femme sur 3 avait fait part de ces violences à la police ou à une association d'aide aux victimes. Aujourd'hui, on est encore en attente en France des résultats du volet sur les violences conjugales de l'enquête Virage, qui reprend une méthodologie similaire à l'enquête NVF et qui est une enquête de très grande ampleur sur la question des violences à l'égard des femmes. Donc, c'est une problématique très importante qui agite aujourd'hui les pays occidentaux notamment. Je me spécialise personnellement davantage dans la question, la question des pays occidentaux. Puisque c'est le récit de la série est un récit qui est tiré, qui se déroule à la base en Australie,
mais qui a été adaptée au cadre américain. Et il est intéressant de noter aussi que dans la réception critique universitaire, la série a donné lieu à beaucoup d'articles dans le monde universitaire anglo-américain, assez peu en France, mais aussi beaucoup d'articles de mémoire de thèse sur la série dans le monde hispanisant. Et on sait que la question des violences sexuelles et sexistes à l'égard des femmes a vraiment émergé récemment dans les pays hispanisants comme l'Espagne ou les pays d'Amérique du Sud. Donc c'est une série qui soulève des enjeux de représentation des violences et des questions morales absolument essentielles, et notamment celle de savoir comment agir. Anne-Claire, votre résumé montre bien, hein, vous avez élargi bien sûr avec, ne vous contentant pas de présenter la série, la saison 1 en tout cas, mais de commencer à évoquer cette thématique des violences faites aux femmes. Alors moi j'aurais aimé en premier vous poser une question justement pour comprendre le contexte de création de la série, aux origines vraiment de cette série-là, hein, puisque c'est tiré d'un roman, il y a un vrai contexte autour féministe. Oui, tout à fait, Nicolas. D'abord, c'est un contexte féministe, d'abord parce que c'est en effet une série qui est tirée d'un roman, Big Little Lies de Liane Moriarty, qui est un roman de chick lit, hein, qu'on appelle une sorte de roman à l'eau de rose, qui avait d'ailleurs été bien reçu par la critique anglo-américaine. Et de ce point de vue-là, c'est une série qui a un contexte de création similaire à d'autres séries féminines et féministes à succès, comme par exemple La Servante écarlate, qui avait été adaptée du même roman, du même titre de Margaret Atwood, ou encore La Saison des Feux, en anglais c'est Little Fires Everywhere, de Celeste Ng, qui ont donc aussi donné lieu à des séries très féminines, voire féministes. Et sans doute que ce contexte narratif d'origine donne à la fois aux séries des ingrédients qui sont ceux d'une bonne fiction à l'américaine. Donc on retrouve par exemple l'arc des personnages, le character arc, qu'on retrouve très souvent dans les fictions américaines, qui implique une évolution des personnages principaux, donc un changement moral positif ou négatif, et puis une fiction pleine de rebondissements avec des retournements, des twists. Mais ce sont aussi des séries qui sont tirées de romans qui mettent en scène des personnages féminins qui sont écrits par des autrices. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a certainement un partage d'expériences tout à fait spécifique autour de thématiques comme la maternité, la violence masculine, les discriminations, les injonctions sur le corps féminin ou encore la sexualité féminine. Et puis, c'est une série qui a un contexte féministe parce qu'elle met en scène un collectif féminin qui fait alterner l'histoire individuelle des femmes, hein, des personnages féminins, et des temps d'échange entre les personnages, selon un modèle narratif que l'immense succès de Sex and the City avait contribué à légitimer, qui fait d'ailleurs dire à une critique comme Sandra Logier que depuis Sex and the City, les séries délibérément féministes, qui présentent souvent en guise de héros un ensemble de femmes, sont régulièrement récompensées aux Emmys et autres Golden Globes. Donc effectivement, c'est une série qui est diffusée dans un contexte général d'intérêt pour l'expérience féminine et qui reprend un modèle, celui du collectif féminin. C'est aussi une série qui répond à une attente particulière dans le monde du divertissement américain, une attente de la part des femmes, productrices, créatrices, actrices, puisque ces praticiennes des médias ont reconnu dans les années 2010, je dirais, l'urgence de mettre en scène leurs propres expériences à la télévision, notamment des productrices comme Bruna Papandrea, qui est une des productrices de Big Little Lies, et qui avait créé avec Reese Witherspoon, qui est une autre productrice de Big Little Lies, la société Pacific Standard, donc en 2012, qui est une société de production centrée sur la création des films réalisés par et au sujet des femmes. Donc un contexte tout à fait particulier, de production qui s'intéresse davantage aux productions féminines dans un par les productions masculines tout au long de la chaîne de création, hein, qu'il s'agisse de la production, de la réalisation ou du récit lui-même qui mettait davantage en scène des personnages masculins.
C'est aussi une série qui émerge dans un contexte féministe parce que de manière très conjoncturelle, mais c'est peut-être aussi le reflet d'une préoccupation contemporaine, la diffusion de la série et les récompenses que la série reçoit correspondent en fait au mouvement MeToo et à l'affaire Weinstein, donc à l'année 2018. Notamment, on se souviendra peut-être de la cérémonie des Golden Globes de 2018, une cérémonie extrêmement féministe. D'abord parce qu'elle a porté l'initiative Time's Up, qui avait été une initiative de Nathalie Portman et Reese Witherspoon, et qui a consisté à, de manière très symbolique, demander aux personnes présentes de porter du noir en soutien aux femmes victimes de violences. Donc un soutien très symbolique, très visuel, dans une cérémonie qui est très, très largement diffusée, mais aussi parce que ça a été un moment très féministe de la télévision américaine, par les récompenses qu'elle a attribuées, mais aussi par les discours qu'on y a entendus, et notamment le fameux Time's Up de Oprah Winfrey. Donc, Time's Up qu'on peut traduire par ils ont fait leur temps, hein. Le temps est passé, le temps du patriarcat, maintenant les femmes prennent la parole et il est temps de les écouter. Donc, un contexte à la fois de création et de production et de diffusion extrêmement féministe, qui est évidemment à nuancer, hein, puisque par exemple sur les Golden Globes Awards, la réalité des nommés et des prix laisse encore une très grande place aux hommes. Et de la même manière, Big Little Lies est quand même, il faut le rappeler, une série créée, scénarisée et réalisée par des hommes. Mais voilà, un contexte très féministe qui explique sans doute l'attention et l'angle qu'on peut choisir pour traiter la série, celui du féminisme. Anne-Claire, une série aussi qui met en avant ce qu'on appelle le female gaze, c'est-à-dire, expliquez-nous peut-être en détail ce que c'est, hein, parce que c'est une série qui vraiment modélise cette expérience féminine. Alors, on avait évoqué avec, notamment quand on a parlé de la série Mad Men, on avait parlé de male gaze. Alors, justement, qu'est-ce que c'est ici ce female gaze, Anne-Claire? Alors, le female gaze, c'est une expression qui a été créée récemment par Iris Bray, qui est une critique et experte des médias et du cinéma, et qui prend donc le pendant de l'expression du male gaze, qui désigne la manière dont dans les productions télévisuelles et cinématographiques, les femmes sont vues, perçues et mises en scène par des hommes de manière souvent très sexualisée, érotisée, fantasmée. Et pour Iris Bray, je cite, l'expression female gaze fait référence à un regard qui permet aux spectateurs et spectatrices de ressentir les expériences des corps féminins, un regard qui met en valeur les expériences du corps biologique ou social des femmes. Donc ici, c'est une série qui déborde ou du moins interroge le cadre des représentations traditionnelles de la féminité, centrée habituellement sur les relations sentimentales de protagonistes ou sur la maternité, dans une perspective souvent assez masculine hétérosexuelle. Ici, on a vraiment une série qui nous donne un regard de l'intérieur de ces expériences de la féminité, et c'est en ça qu'on peut dire que c'est une série qui adopte un female gaze, un regard féminin. Anne-Claire Marpeau, pour continuer sur cette question, hein, vous avez évoqué en introduction des violences. J'aimerais qu'on en parle peut-être ici plus en détail, en définissant bien aussi quelles sont ces violences sexuelles, mais aussi sexistes que l'on peut, en tout cas, dont on parle dans la série. En fait, dans cette série, nous avons divers types de violences à l'égard des femmes qui sont mises en scène. La première violence et la plus évidente, c'est celle de la violence conjugale qu'exerce Perry sur Céleste. Donc une violence sexuelle pardon, la violence sexuelle qu'il a par ailleurs exercée sur Jane, j'y reviendrai. Donc la violence conjugale qu'exerce Perry sur Céleste est vraiment thématisée, puisque progressivement on se rend compte que derrière ce couple en apparence extrêmement passionné, extrêmement amoureux, extrêmement équilibré, se cache en réalité une relation d'abus
psychologiques et physiques. C'est une série qui représente la violence sexuelle et sexiste conjugale ici de manière féminine, c'est-à-dire que la série le représente en centrant le regard sur l'expérience de Céleste. Donc, par exemple, il y a une scène très intéressante qui est la scène d'une séance de thérapie conjugale dans l'épisode 3. Alors, on voit bien comment la série modélise la particularité de ces situations, puisqu'elles sont vraiment caractérisées par des rapports de pouvoir émotionnels et socio-économiques très complexes. C'est en effet Perry qui propose la thérapie, et on saura qu'il y a chez ce personnage une forme de manipulation qui passe par la promesse, les pleurs, etc., qui contribuent à maintenir le personnage de Céleste dans cette relation. Et lors de cette séance de thérapie conjugale, de manière très intéressante, le montage adopte une caméra subjective, c'est-à-dire le point de vue de la thérapeute sur le couple. On voit donc les deux personnages du point de vue de la thérapeute. Et Perry confesse, enfin reconnaît être particulièrement déstabilisé, insécurisé par Céleste, qui exerce sur lui une forme de fascination. Il a peur de la perdre, et donc c'est ainsi qu'il justifie la violence qu'il exerce sur elle. Et en même temps qu'on voit Perry en pleurs, avouant cette fragilité, on a en parallèle une vision du personnage de Nicole Kidman, dont les réactions physiques, le langage corporel, expriment une forme de colère au lieu de l'empathie qu'on attendrait dans ce type de représentation, puisqu'elle lui rappelle le déséquilibre de leur situation, puisqu'elle a quitté sa carrière d'avocate pour devenir mère au foyer et pour s'occuper de leur famille, et qu'il n'a absolument d'avoir peur. Et donc, on a vraiment une série là qui filme les choses en montrant la de ces rapports de pouvoir et qui prend vraiment une distance avec les représentations traditionnelles que l'on a habituellement de l'homme violent, hein, habité par sa passion et qui n'a pu faire autrement que de frapper ou tuer sa conjointe, puisque ici, il n'y a aucun attendrissement provoqué par Perry, mais plutôt une forme de réaction et d'émotion de colère féminine, qui est aussi une réaction féministe. Donc la violence conjugale est vraiment représentée de manière extrêmement fine dans cette série. Et c'est pendant toute la série une représentation qui adopte le point de vue de la victime, mais en montrant la complexité de ce statut. L'expérience du déni, par exemple, on reviendra sur le personnage de Jane, mais Céleste, comme Jane, trouvent des excuses à leur agresseur. Elle cache la réalité. On a par exemple des scènes extrêmement intéressantes durant laquelle Nicole Kidman, Céleste donc, se maquille et cache ses bleus de manière extrêmement attentive afin que l'on ne voit pas la violence dont elle est victime. Et puis, on a aussi une représentation du statut de victime extrêmement fine, dans la mesure où c'est bien l'impossibilité de parler qui caractérise les victimes. Jane comme Céleste qui a pourtant les moyens et les soutiens, ne parle pas ou pas tout de suite. Céleste avoue avoir honte, elle dit même à sa thérapeute, je cite, « Peut-être que mon amour-propre est fait de la façon dont les autres me voient ». Et de manière très nuancée, la série montre les nombreux aspects émotionnels des situations de violence conjugale, par exemple la concomitance de la peur et de l'amour, le silence, la honte, la provocation, etc. Cette question des violences, Anne-Claire, est vraiment très importante et elle fait écho à une notion importante aussi qu'on retrouve dans la série, c'est l'agentivité des personnages féminins. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect essentiel de Big Little Lies? Oui,
Tout à fait. On a une série qui, quand même, est originale dans le paysage audiovisuel nord-américain, mais même mondial, dans la mesure où c'est une série qui passe haut la main le test de Bechdel, donc ce test qui, de manière un peu empirique, propose de sélectionner les productions audiovisuelles en s'interrogeant, ou les récits même en général, en s'interrogeant sur la représentation qui est faite, qui est la représentation des femmes et la place qui est laissée aux femmes dans ces récits. Donc le test repose sur 3 critères. Il doit y avoir au moins 2 femmes nommées, nom et prénom dans l'œuvre. Ces 2 femmes doivent parler ensemble et ces 2 femmes parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Et là, on a une série qui, bien souvent, montre des femmes qui échangent sur les problématiques qui sont les leurs et qui ne concernent pas nécessairement leur conjoint. Et notamment, on y reviendra sans doute, on parlera de la notion de sororité, qui échangent autour de leurs problèmes et la parole féminine donne à ces personnages un pouvoir d'action, une possibilité d'agir, ce qu'on appelle l'agentivité. Et les hommes dans cette série sont vraiment des personnages soutiens. Soutien d'abord en termes de temps, de parole, ce sont des seconds rôles et de temps d'écran, mais ce sont aussi des personnages de soutien émotionnel plus ou moins réussis. Le personnage d'Ed, par exemple, qui est le mari de Madeline, l'écoute beaucoup et la conseille énormément. Le personnage de Gordon aussi va écouter sa femme Renata, mais on voit un personnage masculin qui ne comprend rien aux problématiques que sa femme soulève, puisque dans l'épisode 5, il trouve que sa femme surréagit quand elle lui dit que leur fille est sans doute encore harcelée et qu'il devrait l'emmener vers une thérapeute. Donc Gordon se moque d'elle et finit par la faire taire en cherchant à la séduire et en ayant une relation sexuelle avec elle. Et d'ailleurs, au tout début de la série, Madeleine dit d'un des personnages qui tient un café, celui où elle se retrouve régulièrement entre amis, qu'il est le seul homme qui écoute et qui les défend, et Madeleine pense qu'il est gay. Et donc, et il s'avère à la fin de la série, on se rend compte que pas du tout, ce personnage n'est pas du tout gay. Mais donc, on voit bien que les rôles masculins sont mis à l'écart et sont aussi représentés de ce point de vue-là de manière assez réaliste dans leur incapacité à écouter, à soutenir pour certains et à comprendre l'importance de cette question des violences, qu'il s'agisse de la violence entre les enfants à l'école ou qu'il s'agisse évidemment de la violence entre les adultes. Anne-Claire, vous avez évoqué à l'instant l'agentivité, mais j'aimerais qu'on voit aussi comment dans la série, en fait, l'expérience féminine est en débat, c'est-à-dire que vous nous évoquiez ensemble les notions à la fois d'empathie, bien sûr, entre femmes, voire même de sororité entre certaines des actrices que l'on retrouve ici dans Big Little Lies. Oui, tout à fait. En réalité, je pense que, et c'est vraiment le très grand intérêt de cette série et la grande innovation de cette série, c'est qu'elle consiste à montrer que le personnel est politique et que le politique est personnel. D'histoires d'enfants, de foyers, de familles, d'expériences féminines émerge la problématique de la domination masculine, des violences patriarcales et la question d'une action collective. C'est en effet la violence de son enfant qui pousse Céleste à agir et ensuite la violence de Perry qui pousse les 5 femmes à réagir. Dans la scène finale, Perry roue Céleste de coups alors que les autres femmes essayent de défendre cette dernière qui est au sol. Et c'est alors Bonnie qui pousse Perry pour défendre Céleste et qui provoque la mort du personnage masculin. Et donc on voit bien que ce que montre la série, c'est que la seule solution qui est proposée à cette violence masculine, c'est celle de l'action collective féminine, à la fois physique, la mort de Perry est provoquée par l'action physique de Bonnie, mais aussi intellectuelle, puisque les personnages vont se souder pour défendre et protéger Bonnie, ne pas dire la vérité à la police.
Et les armes qu'ont ces femmes, ce sont bien celles de la sororité et du dialogue. Alors, c'est vraiment une série qui reprend ce qu'une critique nord-américaine appelle, donc Elizabeth Alsop appelle The Rhetoric of Sisterhood, donc la rhétorique de la sororité. La parole se libère progressivement dans la série. Jane avoue qu'elle a été violée à Madeline et on comprend donc que Jane, lors d'une soirée avec un homme qu'elle a rencontré et qui s'avérait au début être extrêmement séduisant, au moment où ils rentrent ensemble à l'hôtel, est violée de manière extrêmement brutale par cet homme. Madeline avoue avoir trompé son mari Ed, ses amis à sa fille. Céleste explique à Madeline la relation complexe qu'elle a avec Perry. Donc il y a beaucoup de temps d'échange et de dialogue autour d'un café et d'un verre. Et on voit l'importance du dialogue dans la prise de pouvoir de ces femmes. On le voit aussi par la mise en scène très fine des métiers du care, des métiers du soin, qui sont des métiers très généralement féminins, à travers le rôle de la thérapeute, puisque l'idée de Perry d'aller voir une thérapeute, une conseillère conjugale, qui au départ est sans doute censée lui permettre de maintenir sa domination sur Céleste, de lui faire accepter la situation, se retourne contre lui, puisqu'on a vraiment un personnage de thérapeute très intéressant, une expertise féminine de la maltraitance et du soin qui s'investit dans la protection de sa patiente. Ça donne lieu d'ailleurs à un dialogue très intéressant, puisqu'elle lui dit, elle dit à Céleste dans l'épisode 6, donc l'avant-dernier épisode de la saison, quand allez-vous le quitter, Céleste, quand il aura fait suffisamment de mal, quand il fera du mal aux enfants? Ce à quoi Céleste réagit en lui reprochant de trop s'investir. Elle lui dit, je ne pense pas que vous devriez vous comporter comme ça. Elle lui reproche son manque de neutralité, surtout parce qu'elle est censée être la thérapeute des deux personnages, mais Perry n'est pas venu à la séance. La thérapeute lui répond, je vous donnerai le bureau du bureau d'éthique commerciale, vous pouvez me dénoncer. Pendant ce temps, commencez à documenter les abus. Donc on voit aussi à travers le rôle féminin de la thérapeute comment le dialogue permet à ces femmes, à cette femme, et aux autres certainement aussi, de réfléchir à ces situations de domination, de conflit, et à trouver ensemble la solution de la sororité. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'épisode 6, qui est aussi l'avant-dernier épisode, les femmes dépassent leur conflit pour se souder, puisque Jane, la mère d'Amabella, la petite fille harcelée, Renata, la mère d'Amabella, la petite fille harcelée, et Jane, la mère de Ziggy, celui qu'on accuse d'harceler Amabella, se réconcilient justement autour du thème du care et du soin, avec une grande capacité à se décentrer. Elles échangent et chacune reconnaît le point de vue d'où chacune parle et voit alors ce qui les rapproche plutôt que ce qui les divise, en l'occurrence la charge maternelle et le souci de protection de leurs enfants. Donc, et l'épisode final va vraiment montrer, à travers une scène montée de manière tout à fait spécifique, la manière dont la sororité, la mise en commun des forces féminines va permettre de sauver le personnage de Céleste. Anne-Claire Marpeau, pour continuer sur cette idée autour des personnages féminins, ce qui est très intéressant, vous l'avez dit, c'est une série écrite par des hommes. Or, si on regarde attentivement la scénographie et la mise en scène, on est quasi exclusivement, vous avez commencé à aborder ça dans cette partie, mais on est quasi exclusivement sur un point de vue féminin. Tout à fait, tout à fait. Alors, cela passe par beaucoup d'emploi, d'usage de la caméra subjective avec un cadrage qui épouse très souvent le point de vue d'un personnage féminin. Cela passe aussi par beaucoup de gros plans sur les visages, ou sur les corps. J'ai évoqué la scène très intéressante, très fine, où on voit Céleste en gros plan en train de se remaquiller dans sa voiture, dans son rétroviseur, pour masquer ses bleus. De ce point de vue-là, la série est vraiment encadrée par deux scènes qui adoptent le point de vue féminin. D'abord, la première scène qui commence par une scène
où on voit une sorte de paysage flou. Au début, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On voit tout d'un coup des lumières qui sont en fait les lumières d'une voiture de police ou d'ambulance. Et puis, par un travelling latéral très fréquent, très rapide, et le son, le travail du son, on entend un souffle féminin très agité. On est vraiment dans le corps d'une femme qui a subi quelque chose. On ne sait pas quoi, on ne sait pas qui est cette femme, mais la scène commence, enfin la série même commence sur cette scène extrêmement féminine de ce point de vue-là, et qui adopte vraiment le female gaze. Si on reprend la définition d'Iris Bray, puisque le female gaze consiste à donner des possibilités d'identification à une femme, à un corps féminin au spectateur ou à la spectatrice. Et puis, dans le tout dernier épisode, l'épisode 7, à la toute fin de l'épisode, est reprise cette scène initiale et on comprend alors que c'est Céleste qui a été frappée violemment, qui, extrêmement agitée, assiste à l'arrivée de la police. Et la scène finale, qui d'ailleurs est jouée sur un air au piano extrêmement doux, qui s'appelle September Song d'Agnès Obel, fait alterner une scène où les 5 femmes et leurs enfants jouent sur la plage, une scène extrêmement lumineuse, extrêmement joyeuse, autour de la maternité joyeuse, et puis un flashback qui révèle la responsabilité de la mort de Perry, avec un montage parallèle entre la scène de la mort de Perry et un plan sur une mer agitée, des vagues qui se fracassent contre les rochers. Dans cette scène, Perry se jette sur Céleste extrêmement violemment. Une à une, chacune des femmes du collectif cherche à la défendre et la caméra adopte successivement le point de vue de chacune d'entre elles. Et pour finir, la caméra adopte le point de vue de Céleste qui est à terre et qui voit Bonnie qui arrive en courant et qui repousse violemment Perry, qui va tomber dans les escaliers et mourir sur le coup. Donc c'est vraiment une série, pour ça, qui, du point de vue à la fois des thèmes qu'elle aborde et du traitement assez nuancé de ces thèmes, mais aussi du montage cinématographique, visuel, audiovisuel, est une série de female gaze. On en arrive maintenant en éclair à la dernière partie de notre propos, peut-être essayer de voir ensemble les limites de ce féminisme dans la série, où finalement il y a une certaine friction entre les enjeux économiques et éthiques dans les séries grand public, donc ça on va l'évoquer. Alors peut-être première question autour de cette thématique, il n'y a pas quand même une certaine esthétisation de la violence masculine quand quand on montre des séries comme ça très grand public? Si, tout à fait, hein, ça reste, Big Little Lies reste une série dont l'objectif est d'être rentable, cet objectif consiste à ne pas choquer, à ne pas attaquer aussi sans doute les grands mythes américains comme la sacralité du mariage ou la figure maternelle. Et puis, on est face à une représentation de la féminité en partie stéréotypée. Nous sommes quand même face à un collectif de femmes très aisées et pour la plupart d'entre elles blanches. Mais à mon avis, ce qui est le plus problématique et le moins nuancé dans cette série, c'est cette question de l'esthétisation de la violence masculine. Parce que, alors, ça tient sans doute aussi à la chaîne qui a diffusé cette série, puisqu'on connaît le caractère ambigu de la position de HBO sur la sexualité et la violence. HBO s'est fait une réputation, hein, it's not TV, it's HBO, dans le fait de montrer des scènes extrêmement crues, de représenter la violence de manière très réaliste. On se souvient notamment des débats qu'il y avait eu autour des représentations des femmes et de la violence sexuelle dans Game of Thrones. Ici, on retrouve malgré tout cette esthétisation de la violence masculine. Céleste et Jane sont malgré tout sexualisées. Céleste, dans les scènes de violence conjugale, est souvent en sous-vêtements, elle est souvent sous la douche, donc elle est sexualisée. Alors, ça va bien sûr, et c'est toute la problématique dans les représentations de ces violences et de la féminité. Cette érotisation de la violence
va aussi avec une mise en scène très fine de la situation, puisque il y a la nécessité pour Perry que cette violence se passe dans l'intimité, pour éviter le regard des enfants. Donc cela explique que la plupart de ces scènes se passent dans la chambre, dans les moments de transition où les personnages s'habillent, se dévêtissent, etc. Mais pour autant, Céleste est très souvent montrée de manière donc dénudée, sexualisée, avec des gros plans sur sa bouche entrouverte, sur son corps, sur ses formes. Et puis, Jane est représentée, après le viol qu'elle a subi, de manière assez sexualisée là aussi, elle porte une très jolie robe, dont la bretelle a été déchirée, lui tombe sur l'épaule, elle est en pleurs, elle est très belle en fait dans cette scène, mais il y a quand même une esthétisation de la violence qu'elle vient de subir. Et de manière générale, autour de cette question de la violence conjugale, la représentation de la violence sexuelle est complexe, hein, puisque la sexualité et l'amour semblent liés dans le couple toxique de Céleste et de Perry. Et la représentation du viol dans la série, si elle est plus nuancée que les représentations habituelles, hein, on connaît le fantasme du violeur comme cet étranger qui va agresser une femme dans un parking à l'aide d'une arme. Ici, cette image est beaucoup plus nuancée, puisque Jane est violée par un homme qui, au départ, la séduit, mais cet homme reste un bel étranger manipulateur, une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde un peu monstrueux. Quand on sait que la plupart des viols ont lieu dans le cadre conjugal, cette représentation n'apparaît pas comme véritablement réaliste. Et d'ailleurs, les relations sexuelles non consenties que subit Céleste, c'est ce que je disais, dans la série ne sont pas problématisées comme des viols. Même s'il y a une question autour de, je dirais, Céleste s'interroge de manière très explicite sur le caractère malsain de ces relations sexuelles. Voilà. Effectivement, cette idée de l'esthétisation, d'une certaine esthétisation de la violence permet vous l'avez dit, d'avoir une certaine rentabilité économique pour les showrunners et pour surtout les producteurs de la série. Il y a une autre idée aussi, vous en avez parlé à l'instant, notamment autour du corps de Céleste, mais c'est l'idée de la représentation du corps féminin. Vous l'avez dit, on a quand même tendance à voir beaucoup de corps féminins, en tout cas dans des scènes plus ou moins dénudées, qui, là aussi, ça fait partie un petit peu d'une certaine marque de fabrique chez HBO. On se souvient notamment de la grande série qui a enrichi HBO, Game of Thrones, où dans les premières saisons, on a des femmes qui sont dénudées, on va dire, sans aucun intérêt narratif, et simplement pour, en particulier, faire plaisir au regard du spectateur masculin qui était véritablement visé. Alors ici, est-ce qu'on est dans cette problématique-là ? Alors, je ne dirais pas que le fait que les personnages féminins soient dénudés n'a aucun intérêt narratif, hein. Je le disais plus haut, il y a sans doute une représentation fine de ce qu'est la violence conjugale qui se passe dans les moments d'intimité du couple, hein, les moments où les personnages sont seuls, sont dans leur chambre, etc. Mais pour autant, ce qui me semble encore assez stéréotypé dans la série, c'est le choix du casting qui est à la fois très réussi, hein. Ce sont des personnages qui incarnent extrêmement bien leurs personnages. On peut penser par exemple à Madeline, qui est un personnage à la Reese Witherspoon, donc un personnage extrêmement pétillant, extrêmement dirigiste, mais qui en même temps montre une grande finesse, une grande capacité à soutenir ses amis. Mais ce sont surtout des actrices absolument superbes, extrêmement bien habillées, à l'exception peut-être du personnage de Jane, et encore, Jane correspond dans son corps à tous les standards de la féminité qu'on représente sur les écrans. Elle est mince, elle est jeune, elle est blanche. Et puis, leur corps correspond donc au canon de la beauté féminine mainstream. Et par exemple, complètement absente de la série, la question du corps féminin, de son vieillissement. Ce sont des femmes qui nous
nous touchent et nous fascinent peut-être dans cette série aussi parce qu'elles sont extrêmement belles, parce qu'elles résistent à l'âge, parce que ce sont des actrices extrêmement glamour. Donc là, il y a encore, à mon avis, tout un travail à faire sur une représentation réaliste de la féminité et une représentation aussi réaliste de ce que la violence fait au corps féminin. La violence masculine abîme les corps féminins, elle les vieillit prématurément, elle les change. Et là, nous ne sommes pas dans une série qui montre cela. Voilà. Dernière question, Anne-Claire. Véritablement, ici, on est dans la fiction, hein, comme bien sûr dans toutes les œuvres qu'on étudie dans Histoire en série. Par rapport à la réalité sociale, comment en fait, finalement, on peut sortir de cette violence conjugale sans moyens économiques? Est-ce que la série montre ça? Non, elle ne le montre pas. C'est-à-dire que la série montre très bien la problématique de l'indépendance économique. La thérapeute insiste auprès de Céleste sur le fait qu'elle doit absolument prendre un appartement, louer un appartement, s'assurer qu'elle va pouvoir financer cet appartement pour pouvoir échapper à Perry. Donc, très clairement, la problématique de l'inégalité économique dans le couple est posée. D'ailleurs, la problématique de l'inégalité économique liée au statut de femme au foyer traverse la série. Pour autant, si Céleste peut s'en sortir, c'est parce qu'elle a des moyens. Et la question des moyens d'action d'une femme qui n'a pas justement les mêmes moyens économiques n'est pas posée. Céleste n'a aucun problème à aller louer un appartement et à trouver l'argent pour. Et d'ailleurs, le personnage de Jane, le traitement du personnage de Jane, qui est, elle, beaucoup plus pauvre, est assez intéressant de ce point de vue-là, puisque la solution qui est laissée à Jane, c'est celui d'avoir un pistolet. Donc c'est celui de la violence féminine. Une violence qui est d'ailleurs mise en scène à plusieurs reprises. Le personnage féminin de Jane est représenté très souvent en train de faire son footing de manière extrêmement agitée sur une musique de rock, parfois de métal très violente. Donc finalement, il me semble quand même que la morale de la série, hein, une des morales que la série nous fait passer, c'est que eh bien quand on est pauvre, quand on a peu de moyens face à la violence, pour se défendre, il ne reste que le choix des armes, d'une forme de violence physique. Et d'ailleurs, le personnage de Bonnie, qui jusque-là dans la série, dans la saison, a été un personnage plutôt mis de côté, plutôt même agaçant pour les autres personnages féminins, intervient à la fin. C'est le seul personnage noir de la saison, de la série. Et c'est à elle qu'est dévolu le rôle de meurtrière, donc la violence lui revient. Ce qui est en quelque sorte une représentation qu'on pourrait qualifier de stéréotypée. Mais c'est surtout le fait que David Kelley, le scénariste, a décidé de ne pas inclure dans la saison l'histoire personnelle de Bonnie, puisque si Bonnie agit ainsi, c'est qu'elle a elle-même vécu des abus, elle a une situation d'abus et de violence par sa mère, et c'est pour cela qu'elle défend Céleste, c'est que face à la violence de Perry, elle reconnaît la violence qu'elle a vécue. On en apprend plus dans la saison 2, mais là, au départ, dans la saison 1, dont on n'était pas sûr à laquelle il y aurait une suite, cette histoire personnelle qui donne une grande profondeur au personnage de Bonnie est complètement évacuée. Donc, on peut dire que la série, malgré tout, met quand même en scène le succès d'un collectif féminin de femmes blanches aisées et qu'il y a encore un travail à faire dans la représentation nuancée, diversifiée des situations de violence conjugale, sexuelle, sexiste pour cette série, mais surtout dans le paysage audiovisuel. Anne-Claire Marpeau, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ou en tout cas retenir sur cette série Big Little Lies?
Alors, je pense qu'on peut souligner quand même le caractère très novateur de la série quand il s'agit d'interroger l'idéologie américaine du self-made man, de plus en plus conjuguée au féminin et qu'on qualifie souvent de féministe. On peut penser par exemple à des films comme Million Dollar Baby, où c'est à la force de ses bras que l'héroïne se libère seule. Et c'est une idéologie qui est largement représentée dans les médias et l'industrie audiovisuelle américaine pour montrer que l'action individuelle ne suffit pas. Ici, cette idéologie du self-made woman est remise en question. Dans la série, on voit que l'action individuelle ne suffit pas et que c'est le collectif qui permet de trouver des solutions. On a donc une interrogation politique tout à fait inhabituelle dans la mesure où elle rend caduque la réponse par l'héroïsme individuel et la méritocratie à l'américaine. C'est aussi une série qui est représentative du tournant que les séries prennent en ce moment, celui de la représentation d'une expérience féminine de manière nuancée, avec une grande place accordée à la parole féminine, mais aussi une représentation des problématiques sociales que vivent les femmes et des logiques de domination genrée et économique au sein notamment du couple hétérosexuel. Mais la représentation, par exemple, des corps féminins et de l'esthétisation de la violence masculine reste peu critique dans cette série. Mon hypothèse sur cette absence de mise à distance, c'est que ce sont des sujets qui sont encore tabous, qui demandent encore à être explorés, qu'il reste une domination masculine en ce qui concerne les rôles de création et de production dans les séries nord-américaines, que ce sont aussi des clichés tenaces qui sont des réservoirs à suspense, des supports de fascination collective et des outils narratifs qui fonctionnent, par exemple celui du violeur monstrueux, et puis surtout que l'exigence de rentabilité économique, ici, entre en conflit avec la représentation réaliste des rapports de genre et des violences faites aux femmes. Anne-Claire Barpeau, merci beaucoup pour cette émission sur Big Little Lies. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et les intervenantes du podcast Histoire en série, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, on retrouve le résumé de l'émission, comme toujours, sur notre partenaire nonfiction.fr. Nonfiction.fr, donc un site qui suit l'actualité à la fois de l'édition, mais aussi des arts et de la culture, et donc des podcasts. Et notre podcast se retrouve résumé dessus avec les liens pour aller écouter vers les grandes plateformes YouTube et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @Histoire en série et sur le groupe Facebook d'Histoire en série. Laissez-nous des commentaires, ça nous aide à progresser. Anne-Claire, merci beaucoup, puis à bientôt pour une nouvelle série. Merci Nicolas, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet, populated by a stranger. We have